Merci à Jean-Louis aussi merci pour l'invitation. Donc, cette conférence va être dirigée, on va dire, en trois volets. Une partie basique où je vais vous rappeler ce qu'est une étoile variable, puisque je crois que beaucoup de gens ne savent pas forcément, ceux qui ne sont pas astronomes en tout cas, ce qu'est une étoile variable. Il y aura donc un volet historique pour comprendre l'histoire de la compréhension de notre vision de la galaxie d'Andromède. Et le troisième volet, ça sera justement les observations que j'ai faites de ces étoiles variables avec le télescope SOMAS à l'observatoire de Nice. Donc, vous allez voir quelques exemples, quelques courbes de lumière et quelques résultats que j'ai obtenus sur les étoiles variables de la galaxie d'Andromède. Donc, une étoile variable, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types d'étoiles variables. On va essentiellement parler de deux types d'étoiles variables, même voire un seul type d'étoile variable aujourd'hui. D'une manière générale, une étoile variable, c'est une étoile dont la luminosité varie avec le temps. Comme vous voyez cette petite étoile qui varie ici, ça c'était, je crois, une étoile, une binaire à éclipse que j'avais observée il y a très longtemps, qui n'était pas dans la galaxie d'Andromède, mais on voit son éclat qui varie au cours des heures. Là, c'est une observation faite en une nuit. Donc, il y a essentiellement deux grandes classes d'étoiles variables. Il y a les étoiles variables extrinsèques, ou géométriques, enfin on dit plutôt extrinsèques, dont la variation de luminosité est provoquée par un système d'étoiles doubles. Normalement, il y a énormément d'étoiles variables qui sont extrinsèques, parce qu'on sait que dans le ciel, il y a presque la moitié des étoiles dans le ciel qui sont doubles, qui sont entourées d'une autre étoile. Et donc, périodiquement, on a forcément des occultations. À un moment donné, une des deux étoiles passe devant l'autre. Donc, l'éclat de l'ensemble varie périodiquement. Mais nous, on va surtout parler des étoiles variables intrinsèques, qui sont plus faciles à observer, notamment à grande distance dans les autres galaxies. Ce sont des étoiles intrinsèques, donc la luminosité varie grâce à des phénomènes internes propres à l'étoile. Pas besoin de parler d'une étoile compagnon, d'un satellite ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des phénomènes internes qui expliquent la variation de la luminosité de l'étoile. Là, j'ai représenté à peu près tous les types d'étoiles variables qu'on connaît, qui peuvent exister dans l'univers. Donc, je reprends les étoiles extrinsèques, les étoiles extrinsèques dont je viens de parler, les binaires à éclipse. Ou alors les étoiles qui sont entourées d'une planète, donc qui passent périodiquement devant la luminosité, donc devant l'étoile, donc la luminosité varie périodiquement. Mais nous, donc, on va regarder les étoiles intrinsèques, donc essentiellement les étoiles pulsantes qu'on appelle des céphéides, ou alors des étoiles pulsantes mais à plus longue période, et des étoiles éruptives qu'on appelle les novées. Donc, les étoiles variables céphéides aussi, il faudra savoir, on va voir plus tard qu'il y a plusieurs types d'étoiles céphéides, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types d'étoiles, il y a plusieurs compositions d'étoiles, plusieurs natures, plusieurs éléments, plusieurs rapports de composition entre l'hélium et l'hydrogène, etc., etc. Donc, les étoiles variables, on en trouve un petit peu partout. Là, vous avez à gauche, vous reconnaissez la constellation de la Lyre, qui est dominée par l'étoile la plus brillante, qui est Vega. Mais l'une des étoiles binaires à éclipse les plus connues, c'est Bêta de la Lyre, qu'on voit ici en bas, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, qui sont en fait deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc, elles varient, elles tournent l'une autour de l'autre en quelques heures, une période de révolution de quelques heures. Typiquement, c'est 8 heures pour les binaires à éclipse très proches. Et on voit qu'en permanence, il y a une des étoiles qui passe devant l'autre. Et c'est pour ça que l'éclat varie constamment. Un autre type d'étoile binaire à éclipse, c'est Bêta de Persée, qui est cette étoile-ci dans la constellation de Persée.
qui s'appelle Algol, ça veut dire le diable en arabe, parce que les astronomes arabes avaient déjà remarqué la variation d'éclat, et donc ils avaient un petit peu peur de cette étoile dont l'éclat changeait avec le temps. Là aussi, c'est une binaire éclipse, donc deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, mais elles sont détachées, c'est-à-dire que la plupart du temps, les deux étoiles sont séparées l'une de l'autre, et très périodiquement, lorsque l'une des deux passe devant l'autre, l'éclat du couple diminue, et donc on observe cette chute très ponctuelle au milieu d'une luminosité relativement constante. Voilà, donc on en observe partout de ces étoiles variables. Donc reprenons les binaires à éclipse, comme je viens de vous dire. Évidemment, c'est des simulations, hein, parce que pour observer une vraie binaire à éclipse, il faut avoir un gros télescope. Donc, j'ai jamais eu ta bouteille de... Alors attention, n'oubliez pas d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez des étoiles binaires éclipses qui tournent l'une devant l'autre, et donc on voit une variation, une double variation de la luminosité avec le temps. Donc là, j'ai repris la courbe de lumière de l'étoile Algol. Les deux étoiles tournent autour de leur centre de gravité, et il se trouve que de temps en temps, si on a de la chance, l'éclipse se fait le long de la ligne de visée de l'observateur, donc on observe directement la variation de luminosité. Donc cet autre type de binaire éclipse, comme bêta de la Lyre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est on observe souvent des étoiles qui sont très proches l'une de l'autre. Elles sont tellement proches qu'elles sont quasiment en contact. On a cette vue d'artiste qui est à peu près réaliste. Donc les étoiles sont proches l'une de l'autre et en permanence, je crois qu'on va le voir ici, au cours de la révolution, de leur rotation l'une autour de l'autre, on a en permanence une des deux étoiles qui masque en partie l'étoile compagnon. Donc on a une courbe de lumière différente d'une courbe de lumière comme on a vu tout à l'heure pour Algol. Et donc observer la courbe de lumière d'une étoile variable, ça nous donne une information sur la géométrie du couple de ces deux étoiles doubles. Donc ça nous donne évidemment beaucoup d'informations, et pour les étoiles céphéides, ça va nous donner d'autres informations qu'on va voir plus tard aussi. Parlons des étoiles intrinsèques. Donc c'est celles-là qui vont nous intéresser essentiellement. Ce sont des étoiles donc, qui varient à cause de phénomènes internes. Donc là, il n'y a pas besoin de considérer des étoiles extérieures, des éclipses ou quoi que ce soit. En fait, ce sont des phénomènes internes. Qu'est-ce qui se passe dans les étoiles céphéides, des étoiles pulsantes? En fait, d'une manière générale, dans toutes les étoiles, on observe deux forces, essentiellement deux forces. La pression radiative, c'est-à-dire la chaleur qui est produite à l'intérieur de l'étoile, qui tend à faire gonfler l'étoile. C'est toute la chaleur et la lumière qui ont été produites dans le cœur de l'étoile, hein, qui tendent à faire gonfler l'étoile. Et il y a l'autre force en présence, c'est la gravitation. Sous l'effet de son propre poids, l'étoile tend à se comprimer, à se compresser. Et alors, on a quasiment tout le temps, pendant des milliards d'années, un très bon équilibre entre ces deux forces. C'est pour ça que les étoiles, la plupart du temps, ne varient pas. Les étoiles comme le Soleil ont un éclat vraiment constant, parce que ces deux forces sont très bien équilibrées. Mais pour les étoiles pulsantes, on observe des variations d'éclat qui sont d'ailleurs souvent très régulières. Et à quoi elles sont dues, ces variations d'éclat? Alors, il faut faire l'analogie de la casserole. C'est Arthur Eddington, un astronome anglais très célèbre du début du XXe siècle ou de fin XIXe, qui a le premier compris comment ça se passait, comment les étoiles fonctionnaient d'une manière en général. La casserole, on a le couvercle de la casserole, en fait, c'est les couches externes de l'étoile, qui sont souvent opaques au rayonnement. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à faire passer le rayonnement. Ça dépend essentiellement de la composition de ces couches externes. S'il y a par exemple un peu d'hélium ionisé, on va le voir dans quelques instants, la lumière a un peu plus de mal à traverser les couches extérieures de l'étoile. Et donc, la lumière et la chaleur ont tendance à être comprimées sous l'extérieur, sous les couches externes de l'étoile, et donc la pression à l'intérieur de l'étoile augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je rappelle encore un peu ce que je viens de dire.
Certaines étoiles, disons, on va dire, un petit peu évoluées, qui ne sont pas constituées que d'hélium tout simple, d'hélium et d'hydrogène, elles ont parfois une couche d'hélium 2 fois ionisé, c'est-à-dire que c'est des atomes d'hélium qui ont perdu leurs 2 électrons. Donc, c'est une couche d'hélium 2 fois ionisée, les 2 électrons sont partis dans l'espace, enfin, dans les couches externes de l'étoile, c'est une soupe de protons et d'électrons. Il se trouve que les couches d'hélium 2 fois ionisé présentent une grande opacité, c'est-à-dire que la lumière a du mal à traverser les couches d'hélium 2 fois ionisé. Tout simplement parce que la lumière, en fait, comment elle se propage la plupart du temps dans une étoile, c'est une succession d'absorption et de réémission des photons par les électrons qui se trouvent dans les molécules de l'étoile. Mais s'il n'y a plus d'électrons à la surface de l'étoile, ben, les photons ont un petit peu du mal à se propager et à s'expulser vers l'extérieur de l'étoile, vers les couches moins denses et plus froides. Donc, une certaine opacité, la chaleur a tendance à se comprimer sous les couches externes de l'étoile. Donc, du coup, sous l'effet de la pression, l'étoile a tendance à gonfler, elle grossit. Et du coup, si elle grossit, en fait, elle perd de la luminosité. C'est une loi en fonction de la puissance quatrième de la température. Enfin, la luminosité dépend de la puissance quatrième de la température. Enfin bref, quand une étoile gonfle, les couches extérieures ont tendance à se refroidir, forcément. Elles deviennent moins denses, et donc l'étoile devient moins lumineuse. Mais en se refroidissant, en gonflant, les électrons qui étaient ionisés, qui étaient un petit peu partout dans l'espace, ils ont tendance à se recombiner aux atomes d'hélium. Puisqu'il y a moins d'agitation thermique, les électrons ont tendance à plus facilement se recombiner aux atomes d'hélium. Donc du coup, l'hélium n'est plus 2 fois ionisé, il est simplement une seule fois ionisé. Il y a un des électrons qui a réussi à être réintégré dans la molécule d'hélium. Et il se trouve qu'avec un électron en plus, le noyau d'hélium est beaucoup moins opaque. Donc la lumière et le rayonnement peuvent s'échapper plus facilement de l'étoile. Donc l'étoile se met à dégonfler. Elle devient à nouveau plus petite, donc forcément plus dense. Euh, les couches externes de l'étoile se réchauffent à nouveau. Et donc, du coup, à cause de l'agitation thermique, ben, les atomes d'hélium perdent à nouveau leurs électrons et on obtient à nouveau une couche externe d'hélium qui est opaque au rayonnement. Donc, à nouveau, la pression va augmenter sous la couche externe de l'étoile. Et donc, il y a des cycles extrêmement réguliers qui peuvent durer plusieurs heures pour les plus petites étoiles, jusqu'à plusieurs semaines ou plusieurs mois pour les grosses étoiles. Et on a un cycle de variation lumineuse, de variation physique d'une part, et aussi de variation lumineuse de ces étoiles pulsantes. Voilà, bon, j'ai écrit des équations. Bon, normalement, j'écris pas trop d'équations, mais là, on voit que un atome d'hélium, une fois ionisé, quand il perd un électron, ben, il est 2 fois ionisé. Quand il regagne un électron, il est à nouveau une fois ionisé. Donc, il devient un peu moins opaque. Donc voilà, c'est une histoire d'électrons qui baignent l'environnement, qui baignent la surface des étoiles et qui donne un environnement plus ou moins opaque à la chaleur et à la radiation, aux radiations qui sont à l'intérieur. Donc là, je vous ai parlé de l'hélium, mais dans d'autres étoiles, il y a d'autres types de molécules un peu plus complexes qui sont plus ou moins opaques. Et donc, on observe plusieurs types d'étoiles pulsantes, de plusieurs tailles, plusieurs compositions, plusieurs températures. Mais à chaque fois, c'est une histoire d'opacité des couches externes de l'étoile qui font que la pression augmente, donc l'étoile grossit, elle se refroidit donc et elle redevient plus petite, etc. etc. C'est des cycles vraiment très, très périodiques. Et donc, les périodes vont de quelques heures en fait pour les étoiles RR Lyrae, mais pour l'étoile céphéide qui nous intéresse, donc c'est des étoiles un peu plus grosses, c'est typiquement une période de 5 à 50, voire 70, 80 jours de variation. Alors, donc, il faut bien savoir que aussi, plus une étoile est grande, plus elle met de temps à se dilater. Forcément, ça ne se fait pas en quelques secondes, quelques fractions de secondes. Si on a une grosse étoile
qui fait plusieurs centaines de millions de kilomètres de diamètre, elle va mettre plus de temps à gonfler. Donc, la période de variation va être plus importante. Donc, en résumé, plus une étoile est grande et forcément lumineuse, plus une étoile va avoir une période de pulsation qui va être longue. Et donc, ça nous donne ce genre de relation qu'on voit en bas, qui est une relation entre la période de variation de la luminosité et la magnitude absolue de l'étoile, c'est-à-dire l'éclat propre, l'éclat intrinsèque de l'étoile. Cette relation-là va nous servir, c'est une relation primordiale en astrophysique, ça va nous servir à calculer la distance des étoiles. Et ça nous a permis, justement, depuis presque 100 ans maintenant, de calculer la distance des autres galaxies. C'est une photo qui a été prise par le télescope Hubble à la fin du XXe siècle. Je crois au tout début du lancement du télescope Hubble, on a pointé d'autres galaxies et on a observé ces étoiles variables. C'est un peu je suis à fond. Des autres galaxies. Donc voilà une autre expression de la relation entre la période de luminosité et la luminosité propre des étoiles. On a d'une part les RR Lyrae, mais ça ne va pas nous intéresser parce que c'est des étoiles peu lumineuses, donc elles sont difficilement observables dans les autres galaxies. Mais nous, on va s'intéresser aux céphéides qu'on distingue ici, qui sont bien plus lumineuses, donc on peut les observer dans les galaxies plus lointaines. Juste pour rappel, ça c'est une relation importante, c'est qu'il existe, comme je vous ai dit, plusieurs types d'étoiles pulsantes, notamment plusieurs types d'étoiles céphéides. Il y a les céphéides de type 1 et les céphéides de type 2. Donc les étoiles les plus jeunes sont, on va dire, celles qui sont les étoiles de type 1, celles qui sont un peu plus lumineuses. C'est celles qui vont être plus facilement observables dans les autres galaxies. Et des étoiles de type 2 qui sont un petit peu plus vieilles, qui ont une composition différente, donc une nature, une évolution un petit peu différente. Donc nous, on va s'intéresser surtout à ces étoiles de type 1, qui sont les étoiles qu'on observe les plus facilement dans les autres galaxies. Un exemple d'étoile céphéide, ça c'est une étoile dans notre galaxie. L'étoile RS Puppis, ça c'est une photographie prise par le télescope Hubble. Une étoile céphéide très intéressante parce qu'elle se trouve au milieu d'un nuage de gaz. C'est plutôt rare que les étoiles soient observables dans des nuages de gaz. Souvent, le nuage de gaz est dilué depuis bien longtemps. Mais cette étoile-là se trouve dans un nuage de gaz. Et si on regarde bien, on voit cette image un petit peu en fausse couleur. On a l'impression de voir des ondes concentriques, des cercles concentriques. En fait, ça, c'est l'écho lumineux dû à la lumière de l'étoile qui a varié au cours du temps et qui se propage et qui va se réfléchir sur le gaz de cette nébuleuse. Donc, je vais vous montrer une image prise en noir et blanc qui est une image prise à plusieurs jours d'intervalle et où on voit la propagation de l'écho lumineux de la lumière en fait, qui se déplace et qui va se réfléchir sur le gaz de cette nébuleuse. Donc, on voit d'une part au centre l'étoile dont l'éclat varie, mais si on regarde bien, on voit la propagation de l'onde lumineuse à la surface du gaz de la nébuleuse. Et ce genre d'information, c'est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que nous, on connaît très bien la vitesse de propagation de la lumière. On peut mesurer facilement l'angle apparent de cette nébuleuse. Et donc, connaissant la vitesse de la lumière, on peut calculer la taille. Et surtout, on peut calculer la distance de cette étoile-là. On connaît la période de variation de la luminosité de cette étoile, qui est 31 jours. Et avec toutes ces informations-là, on peut calculer très facilement la distance de cette étoile variable. Et on va voir plus tard que pour calibrer les distances des étoiles, on a besoin justement de connaître la distance de ces étoiles variables par plusieurs méthodes. Et cette méthode géométrique, on va dire, est une très bonne méthode pour calibrer la distance des étoiles céphéides. Un petit rappel pour les astrophysiciens, le diagramme Hertzsprung-Russell, c'est un tableau qui classe toutes les étoiles en fonction d'une part de leur température. En haut ou en bas, c'est pareil, on voit la température des étoiles.
On a classé les étoiles les plus froides, donc les plus rouges à droite, et les étoiles les plus chaudes, les plus bleues, les plus blanches vers la gauche. Et aussi, en vertical, en ordonnée, on a classé la luminosité propre des étoiles, c'est-à-dire la magnitude absolue. On s'aperçoit que les étoiles n'ont pas des positions aléatoires dans ce diagramme, mais elles occupent essentiellement une diagonale, qu'on appelle la séquence principale, et aussi une zone un petit peu localisée, un petit peu horizontale, qu'on appelle la branche des géantes, la branche horizontale des géantes, dans laquelle on observe des étoiles un peu plus grosses, un peu plus lumineuses, parfois un peu plus évoluées aussi. Et alors, on peut classer ce même diagramme, enfin, représenter un petit peu différemment, et on s'aperçoit que toutes les étoiles variables, elles ne sont pas sur la séquence principale, là où se trouve la plupart des étoiles, mais elles ont quitté la séquence principale, donc ce sont des étoiles un petit peu évoluées, et donc elles se dirigent un petit peu vers la branche des étoiles un petit peu plus grosses, notamment c'est le cas pour les étoiles céphéides. Toutes les étoiles pulsantes sont dans ce qu'on appelle la bande d'instabilité, où on observe les étoiles dont l'éclat varie périodiquement avec le temps. Donc, c'est des étoiles pulsantes, des étoiles intrinsèques. Et là, on s'aperçoit aussi que les étoiles céphéides, elles n'ont pas n'importe quelle magnitude absolue. Elles sont vraiment très localisées verticalement. Et donc, ça va nous aider aussi pour calculer la distance des étoiles. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc là, c'est pour rappel aussi, on observe d'autres étoiles variables à plus longue période. On va en voir quelques-unes tout à l'heure qui sont plus à droite du diagramme. Donc, ce sont des étoiles très rouges et souvent très grosses, qu'on appelle les étoiles Mira, par exemple. Voilà, donc ce sont des étoiles pulsantes aussi, mais qui sont des étoiles beaucoup, beaucoup plus grosses. Donc, ces petites équations-là, c'est juste pour montrer aux astronomes amateurs que les étoiles les plus brillantes ont une magnitude apparente comprise entre 17,5 et 22, c'est-à-dire que c'est des étoiles facilement observables avec un télescope, on peut dire de 30 cm de diamètre. Donc, chaque astronome amateur peut facilement faire des observations d'étoiles variables, même dans les autres galaxies. Un petit volet historique maintenant, qui va nous faire comprendre comment notre compréhension de l'univers a changé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est en grande partie grâce à Henrietta Leavitt, qui était une astronome américaine qui a travaillé en partie sur les étoiles variables des nuages de Magellan. En fait, son travail, c'était un travail assez rébarbatif. Son job de femme est rébarbatif, c'est pour ça qu'on ne le confiait qu'à des femmes. Qui notamment était interdite d'observatoire. Les femmes n'avaient pas le droit d'observer avec un télescope au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Donc, on leur confiait des travaux de calcul, des calculs de photométrique, des calculs de mesure. C'est pour ça qu'on appelait ces femmes des calculatrices. Et donc, elles faisaient partie de tout un groupe qu'on va voir juste après, elles étudiaient les plaques photos prises par des astronomes hommes, masculins, notamment à l'observatoire de Harvard au Massachusetts. Et donc, elle a découvert plus de 2000 étoiles variables au cours de sa carrière. Carrière un peu triste puisque son salaire mensuel était de 45 € par mois. Mais il faut dire qu'à l'époque, elle reconnaissait elle-même que son mari avait lui-même un travail, donc elle se suffisait. Un salaire, je crois, de 30 centimes de l'heure lui suffisait, donc elle était payée 45 € par mois. Et donc, Henrietta Leavitt a travaillé sur des plaques photos prises dans l'hémisphère sud, prises des plaques photos du Grand Nuage de Magellan. Elle s'est aperçue que, je crois qu'on va le voir, on va déjà montrer ce harem, on appelait ça le harem de Charles Pickering, qui était leur patron. Ça, c'était la photo de toutes les calculatrices de l'observatoire de Harvard qui étudiaient les plaques photos, qui faisaient des mesures, des calculs assez rébarbatifs, assez répétitifs surtout. Donc, c'est elle qu'on a confié ce travail. Donc, Henrietta Leavitt s'est aperçue que
lorsqu'elle observait les étoiles de la galaxie d'Andromède, certaines d'entre elles étaient variables, on ne connaissait pas encore les céphéides, on ne savait pas ce que c'était. On avait déjà observé des étoiles variables, ça on les connaissait depuis longtemps, mais on ne connaissait pas leur nature, on ne connaissait pas leur distance, donc c'était un peu délicat de calculer, d'étudier leur nature. Et Henrietta Leavitt s'est aperçue que les étoiles variables de la galaxie du Grand Nuage de Magellan, qui étaient, normalement, elles sont toutes à la même distance, assez éloignées de notre Voie lactée, donc on considère qu'elles sont toutes à la même distance. Elle s'est aperçue que les étoiles dont la période de variation de lumière était la plus longue étaient aussi celles qui apparaissaient les plus brillantes sur les plaques photo. Et donc, si elles sont plus brillantes, comme elles sont toutes à la même distance, c'est qu'elles sont réellement plus brillantes que les autres. Et donc, c'est elle la première qui a pu établir la relation que je vous ai montrée tout à l'heure, la relation entre la période de variation lumineuse et la luminosité propre des étoiles. Donc, c'est cette relation-là qui est très importante en astrophysique, qu'on va revoir tout à l'heure, et qui permet de calculer la luminosité intrinsèque de l'étoile en fonction de la période de variation lumineuse qui est facile à observer. Donc, un petit rappel aussi sur un petit aparté, on va dire, sur d'autres types d'étoiles à longue période, qui sont aussi des étoiles pulsantes, presque de même nature que les céphéides, mais elles sont beaucoup plus grosses et elles ont des périodes beaucoup plus longues. Le prototype de ces étoiles, c'est Mira Ceti. Mira, ça veut dire merveilleuse en grec ou en latin, je crois. Parce que les Grecs avaient déjà remarqué la variation exceptionnelle de lumière de cette étoile. Et donc, c'est un prototype d'étoiles variables à longue période, qui sont assez faciles à observer aussi dans les galaxies, même si elles sont parfois un peu moins lumineuses. Ce sont essentiellement des géantes rouges, donc très froides et très grosses, qui sont des stades avancés de l'évolution stellaire. Hein, donc, elles perdent beaucoup de gaz, beaucoup de poussière à chacune de leurs pulsations. Et donc, on sait que ces étoiles variables pulsantes sont les derniers stades de l'évolution stellaire avant le stade de nébuleuse planétaire, où l'étoile est réellement en fin de vie et où il ne subsiste plus que le noyau de ces étoiles. Donc maintenant, on va parler de la galaxie d'Andromède elle-même. Là, c'est une photo un peu retouchée. La galaxie d'Andromède n'est malheureusement pas aussi brillante, ça serait joli dans le ciel, mais c'est juste pour vous montrer la vraie taille de la galaxie d'Andromède dans le ciel par rapport à la Lune, au croissant de Lune qu'on voit ici. La galaxie d'Andromède, elle fait plusieurs degrés, 3 4 degrés de côté. Évidemment, à l'œil nu, on ne voit que la partie interne, mais c'est une grosse galaxie. Proche de l'anneau, c'est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée. Il semblerait qu'elle soit presque 1,5 fois, presque 2 fois plus grosse que notre propre Voie lactée. Et il y a évidemment un peu plus d'étoiles dans la galaxie d'Andromède. Elle est visible à l'œil nu en été et en automne, dans un ciel bien noir. Et donc, on va voir que sa véritable distance n'a été connue qu'à partir de 1923. Jusqu'à la fin du 19e, début 20e, on pensait que ce genre de nébuleuse, de nuages de gaz dont certaines avaient une forme en spirale, faisait partie de notre propre Voie lactée. On ne parlait pas d'autres galaxies, on ne savait pas ce que c'était, même si les Grecs avaient déjà pensé qu'il pouvait exister des galaxies, des nuages d'étoiles extérieurs à notre propre Voie lactée. Emmanuel Kant lui-même avait imaginé qu'il existait d'autres univers-îles, comme il appelait ça, donc indépendants de notre Voie lactée, mais leur véritable distance n'a été connue qu'en 1923, comme on va le voir dans quelques instants. Donc la galaxie d'Andromède, on n'appelait pas ça galaxie jusqu'au début du XXe siècle. Même je pense qu'il a fallu attendre une bonne partie du XXe siècle pour appeler ça une galaxie, mais on appelait ça une nébuleuse en spirale. On commençait déjà un petit peu à la fin du XXe siècle à connaître la véritable nature du nuage d'Andromède, parce qu'on avait déjà observé une supernova à la fin du XXe siècle dans cette nébuleuse d'Andromède de magnitude 6, donc tout juste visible à l'œil nu. Avec l'amélioration de la photographie, là ça ne se voit pas forcément sur cette plaque photo, mais on avait commencé à observer des étoiles individuelles à l'intérieur du nuage d'Andromède.
Là, par exemple, on voit cette photo de 1888. On peut la comparer à une photo prise un petit peu plus tard, en 1900, où l'amélioration de la photographie, bon, on voit que l'image est un petit peu plus fine. Donc, on a déjà observé les étoiles individuelles. On a compris au début du XXe siècle que la nébuleuse d'Andromède était composée d'étoiles. Mais on ne connaissait pas leur distance, parce que ces étoiles-là pouvaient très bien être des étoiles très proches de la nôtre et très peu lumineuses. Mais on ne connaissait pas du tout la véritable distance du nuage d'Andromède. Il a fallu attendre 1923 avec le fameux astronome Edwin Hubble qui utilisait le télescope de 2,50 m du mont Wilson, le télescope Hooker. Il a observé une étoile variable. Alors, des étoiles, donc, comme je vous ai dit, on en avait déjà observé. Il avait déjà observé des novées, des étoiles explosives, on va dire. On en connaissait déjà plusieurs dizaines, dont le nuage d'Andromède. D'ailleurs, sur cette plaque photo, prise en 1923, il avait représenté plusieurs étoiles avec la lettre N, comme novées. Novées parce que c'est des étoiles qui explosent, donc on va dire elles explosent, c'est vite dit, mais elles deviennent d'un coup beaucoup plus lumineuses. Donc on avait déjà observé des étoiles variables ou des étoiles explosives à l'intérieur du nuage d'Andromède. Mais l'une des étoiles qu'il avait prises pour une novée, il s'est aperçu, avec plusieurs photographies successives prises à plusieurs jours d'intervalle, que l'éclat de cette novée variait périodiquement. Donc, ce n'était pas simplement une étoile explosive, une étoile variable comme une étoile explosive comme on les connaissait, les novées, mais c'était vraiment une étoile, très probablement une céphéide, comme Henrietta Leavitt les avait trouvées en 1908. Donc, il s'agissait probablement d'une céphéide. Les seules étoiles pulsantes qu'on connaissait à l'époque. Et on a vu donc que quelques années plus tôt, en 1808, Henrietta Leavitt avait établi la relation période-luminosité entre la période d'une étoile céphéide et sa luminosité propre. Donc Edwin Hubble s'est servi de cette même période pour calculer la luminosité propre de cette nouvelle étoile qu'il venait d'observer. Elle avait une variation de 31 jours. Et donc, si on retrouve la relation période-luminosité qu'on a vue tout à l'heure, je crois qu'on va la voir dans quelques instants, eh ben, on peut calculer donc la véritable luminosité de cette étoile variable. Et connaissant la véritable luminosité d'une étoile, puisqu'on connaît sa luminosité apparente, donc on peut en déduire la distance. Et c'est donc grâce à cette étoile-là que Edwin Hubble a pu, pour la première fois, calculer la distance de la nébuleuse d'Andromède. On va la revoir sur cette image. Alors ça, c'est une photo beaucoup plus récente, prise au début du XXe, en 2010. Mais des astronomes, donc, avec, je crois que c'est le télescope Hubble qui a repris cette photo. Il a repointé la toute première étoile qu'on a vue à l'instant, l'étoile V1, l'étoile céphéide de Edwin Hubble, c'est exactement celle-ci. Et on s'est amusé donc en 2010 à recalculer la période de luminosité de cette céphéide. On a retrouvé les 31 jours, je crois, de variation de cette période, de cette étoile-là. Et donc, voilà, 31,4 jours. Et donc, comme on connaît, grâce à la relation période-luminosité, la magnitude absolue, on connaît la période, donc on connaît la magnitude absolue. On en déduit donc, on connaît donc on connaît la magnitude apparente, celle qu'on observe avec le télescope. Puisqu'on connaît la magnitude absolue, on calcule donc la distance de cette étoile-là. Alors, Hubble avait calculé 850 000 années-lumière. Il se trouve que la relation période-luminosité n'était pas bien calibrée, justement à cause des deux types d'étoiles céphéides, 1 et 2. Donc, ce n'étaient pas les bonnes étoiles céphéides que Henrietta Leavitt avait observées. Donc, la relation période-luminosité n'était pas bien calibrée, mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur de la distance de cette étoile qui est 850 000 années-lumière. On pensait à l'époque que la Voie lactée mesurait 30 ou 40 000 années-lumière de diamètre. Donc, clairement, pour la première fois, on a établi que la nébuleuse d'Andromède était extérieure à notre propre Voie lactée. C'était une nébuleuse extragalactique. Donc maintenant, on calibre un peu mieux la relation période-luminosité. Donc on connaît la distance de la galaxie d'Andromède qui est de 2,5 millions d'années-lumière.
loin des 800 000 calculés par Hubble, mais enfin, de toute façon, Hubble a bien établi la nature extragalactique de la galaxie, de la nébuleuse d'Andromède en 1923. Donc en 1922, donc je ne sais plus quand c'était, oui, c'est ça, fin 1924, Hubble avait continué ses observations. Il avait détecté à peu près 36 étoiles variables dans M31, dont 12 céphéides, une quarantaine de mauvais aussi, mais enfin essentiellement 36, enfin une douzaine de céphéides. Et donc en décembre 1924, il publie son article Extragalactic Nature of Spiral Nebulae, la nature extragalactique des nébuleuses spirales. Donc c'est en 1923 à 24 qu'on a établi une bonne échelle, disons, on va dire une meilleure échelle des distances dans l'univers grâce à aux céphéides découvertes par Edwin Hubble. Voilà un zoom sur une autre plaque photo prise par Edwin Hubble où on voit les différentes céphéides que Edwin Hubble avait répertoriées jusqu'en 1929 où il a publié un deuxième article. Voilà l'article de 1929, où il compile à nouveau la quarantaine, je crois, d'étoiles variables qu'il a découvertes dans la galaxie d'Andromède. Et donc, on voit, il a découvert 40 étoiles variables parmi toutes les étoiles variables qu'il a pu observer dans la galaxie d'Andromède, qui sont des céphéides, allant de 10 jours à 48 jours, etc. etc. Donc maintenant, je vais vous parler, c'était le volet un petit peu plus personnel des observations que j'ai faites avec le télescope SOMAS à l'Observatoire de Nice, donc sur trois campagnes d'observation successives en 2018, 2019 et 2020, où j'ai pu observer les étoiles céphéides, comme Edwin Hubble l'avait fait avec son télescope de 2,50 m. J'ai pu observer beaucoup plus d'étoiles variables que Edwin Hubble, même s'il avait un télescope beaucoup plus gros, simplement à cause de l'amélioration des techniques photographiques. Maintenant, on a des caméras CCD qui sont bien plus précises que les plaques photo de Edwin Hubble à l'époque. Donc maintenant, un télescope de 40 cm en 2020 fait beaucoup mieux qu'un télescope de 2,50 m de diamètre au début des années 1920. Mais ce n'est pas étonnant, c'est l'amélioration des techniques photographiques. Donc là, je zoome un petit peu sur le champ que j'ai pu observer en 2018 et dans lequel j'ai repéré 65 étoiles variables, dont 43 étoiles variables céphéides. Là, j'ai représenté donc, sur chacune des étoiles céphéides la courbe de lumière où on voit la pulsation lumineuse. On va les voir plus en détail dans les diapositives suivantes. Là, j'ai choisi cette partie de la galaxie d'Andromède parce qu'on est à l'extérieur de la galaxie. On n'est pas au centre. Au centre, sur le noyau de la galaxie d'Andromède, c'est moins intéressant parce que les étoiles céphéides, ce sont souvent des étoiles plus vieilles, donc des étoiles céphéides de type 1. Je vous ai montré tout à l'heure que les étoiles céphéides, de type 2, je veux dire, les étoiles céphéides, il y a deux types essentiellement. Les étoiles céphéides de type 1 qui sont plus jeunes, plus lumineuses, qui sont plus faciles à observer. Et on a des étoiles céphéides de type 2 qui sont plus froides, plus vieilles et qui sont plus difficiles à observer. Donc les étoiles céphéides, si on veut les observer dans une galaxie, il faut surtout aller dans les bras spiraux autour du noyau, donc à l'extérieur des noyaux, là où on commence d'ailleurs à distinguer les étoiles individuelles, donc c'est plus facile à observer. Et donc on observe parfois certaines de ces étoiles qui sont plus lumineuses que les autres, et donc elles sont plus faciles à observer. Si vous vous souvenez tout à l'heure du diagramme Hertzsprung-Russell, on a vu que les étoiles céphéides étaient au sommet du diagramme, c'est-à-dire qu'elles sont plus lumineuses, donc elles sont plus faciles à observer que les étoiles de type solaire, qui sont plus nombreuses, mais qui sont moins lumineuses. Donc c'est pour ça qu'on arrive à distinguer les étoiles céphéides dans les autres galaxies, notamment la galaxie d'Andromède, qui est assez proche de la nôtre. Là, c'est la campagne de 2019 où j'ai répertorié, comme je vous ai dit, on distingue les céphéides, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'image, essentiellement dans les bras spiraux. Quand on s'approche du noyau de la galaxie, on observe aussi d'ailleurs que le bras spiral est plus dense ici, il y a plus d'étoiles,
On en observe un petit peu moins ici, la concentration en étoiles est moins importante, donc visiblement, je n'ai détecté aucune étoile variable céphéide là-dedans. Donc voilà, dans cette campagne-là, j'ai pu observer 70 étoiles variables, dont à peu près 47 céphéides. En 2020, ben, la dernière campagne que j'ai pu faire aussi, là, j'en ai découvert un petit peu plus, peut-être parce que j'ai observé plusieurs novées, des étoiles éruptives, donc un peu vieilles, qu'on observe surtout autour du noyau de la galaxie. Et on a un bras spiral assez riche en étoiles ici, donc j'ai pu observer un peu plus d'étoiles variables dans cette campagne-là. Je vais revenir sur les novées dans quelques instants aussi. Donc, au final, avec un télescope de 40 cm, on devrait pouvoir observer à peu près 300 étoiles variables, dont peut-être presque 200 étoiles céphéides. Donc, elles sont assez facilement accessibles avec un télescope de petit diamètre, de 20 à 30 à 40 cm de diamètre. Donc, pour les astronomes amateurs, si vous voulez vous lancer dans une campagne d'observation, n'hésitez pas, c'est assez facile à faire. On y passe du temps, mais c'est assez facile à observer. Donc, un petit aparté sur les novées, parce qu'il n'y a pas que les étoiles céphéides dans une galaxie, notamment dans la galaxie d'Andromède. On peut observer une trentaine de novées par an. Alors, le chiffre exact, je ne le connais pas, c'est moi qui ai déduit ce chiffre-là de la campagne d'observation que j'ai faite en 2020. J'ai pu observer 7 ou 8 novées sur quelques mois. Donc les novées, c'est quoi? En fait, c'est des étoiles qui ne sont pas variables intrinsèquement, mais il y a toujours la présence d'un compagnon. Un compagnon qui est un peu évolué. On voit le compagnon à droite ici, en fait, c'est souvent une géante rouge qui est arrivée en fin de vie. Et on sait que les étoiles en fin de vie, elles gonflent, elles ont tendance à gonfler, justement parce que l'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure est rompu. Donc il y a un déséquilibre, donc l'étoile a tendance à gonfler. Et donc, si on a une étoile proche, notamment une naine blanche qui a déjà évolué, qui a déjà explosé en quelque sorte, qui est située à proximité de cette étoile géante rouge, au moment où l'étoile géante rouge gonfle, ben, il se trouve qu'il peut y avoir un petit peu de gaz de la géante rouge qui peut être arraché par la gravité de la naine blanche, et un petit peu de ce gaz va aller percuter la surface de la naine blanche. Et alors, ce n'est pas juste un petit peu de gaz, hein, c'est des milliards et des milliards de tonnes de gaz qui arrivent à toute vitesse à la surface d'une étoile très chaude. Et donc, il y a des réactions nucléaires qui se produisent, les mêmes réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur d'une étoile, ben, elles se produisent à la surface d'une étoile à cause de la vitesse du gaz et de la densité du gaz à la surface de la naine blanche. Et donc, il y a une réaction nucléaire très violente qui se produit ponctuellement. Et on observe donc ce phénomène de novée. Novée, ça veut dire nouveau, nouvelle étoile hein, en latin. Et donc, c'est une étoile qui d'un coup devient plusieurs millions de fois plus lumineuse qu'à l'origine. Et donc, l'étoile devient visible d'un coup. À l'endroit où il n'y avait rien, d'un coup, une étoile nouvelle apparaît. Et donc, on peut observer plusieurs dizaines de ces novées dans la galaxie d'Andromède chaque année. Donc ça, c'est une novée, la toute première nova que j'ai observée dans cette campagne de 2020. C'est une photo qui a été publiée sur le site de Ciel et Espace. C'est une nova récurrente qui se produit tous les ans parce que la naine blanche arrache un peu de gaz de la surface de la géante rouge. Mais au cours de l'orbite de la géante rouge, régulièrement, la géante rouge est amenée à passer près de l'étoile naine blanche. Donc, régulièrement, cycliquement, on va dire, un peu de gaz est arraché à la surface de la naine rouge, de la géante rouge. Donc, il arrive parfois que des novées se produisent de manière cyclique. Et cette nova a été détectée en 2008, mais je crois qu'elle date de 1967. Déjà en 1967, on s'était aperçu que cette étoile-là avait changé d'éclat ponctuellement à cause de ce phénomène-là. Et donc, tous les ans, il se trouve que cette nova se produit tous les ans.
Et donc, moi, je suis le deuxième astronome en Europe à l'avoir observé. Quelques heures avant, c'était un astronome finlandais, je crois, qui l'avait observé, qui avait détecté que cette nova s'était reproduite à nouveau à ce moment-là. Donc, la photo était publiée sur le site de Ciel et Espace. Donc là, vous voyez en dessous la courbe de lumière, la luminosité en fonction du temps. Donc, elle a atteint la magnitude 18,5, donc c'était assez facile à observer avec un télescope de 40 cm. Et en quelques jours, l'éclat a diminué, l'explosion s'est produite, donc l'étoile s'est refroidie, et donc la luminosité de l'étoile, de la naine blanche, a diminué à nouveau. Donc, dans un an, le même phénomène va se reproduire. D'autres exemples de novae que j'ai observés à la surface à l'intérieur de la galaxie d'Andromède, donc à proximité du noyau. Alors, c'est cette nova-là, pardon, qui s'est produite en 1967. Est-ce que ce n'est pas la même d'ailleurs? Non, ce n'est pas la même, effectivement. Donc voilà, ça c'est une nova qu'on avait déjà observée en 67, mais c'est aussi une nova récurrente que j'ai observée. Alors, cette nova était assez particulière parce qu'elle a eu plusieurs sursauts d'éclat. C'est assez difficile à expliquer, mais il se trouve qu'elle a explosé une première fois à un moment donné. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est le premier jour de mon observation, de ma campagne d'observation. Elle est devenue un petit peu plus brillante 10 jours plus tard. 12 jours plus tard, elle a diminué en éclat, donc j'aurais pu croire que c'était la fin de la novée, mais 5 jours plus tard, elle a à nouveau explosé. Donc, elle a à nouveau arraché un petit peu de gaz de son étoile compagnon, et donc après quelques jours plus tard, elle a définitivement disparu. En dessous, on voit une autre novée, très peu lumineuse, je ne sais pas si vous la voyez bien ici, observée en septembre 2020, donc magnitude 17. C'est facile à observer, mais noyée dans l'éclat du noyau de la galaxie d'Andromède qu'on voit ici, elle était un peu plus difficile à mesurer. Mais donc, des novae, ils s'en produisent sporadiquement, régulièrement, toutes les 2-3 semaines, on va dire. Voilà d'autres novae que j'ai observées dans la galaxie d'Andromède. On voit au cours du temps, donc les 60 ou 70 jours qu'a duré ma campagne, magnitude 20, c'est-à-dire que généralement l'étoile n'était absolument pas observable. Et en quelques jours, l'éclat a augmenté, magnitude 16,5, donc elle est devenue très brillante. Et très brillante, c'est-à-dire que c'est une nova très, très grosse et très lumineuse. Et donc, elle a mis du temps à diminuer, à retrouver son éclat initial. Elle a mis presque 60 jours ici, ou une trentaine de jours, je veux dire. Voilà. Typiquement, ça, c'est typiquement la courbe de lumière d'une étoile nova. Donc, un sursaut très brusque et une chute de luminosité très lente. Quelques résultats, donc d'autres résultats sur les céphéides. Donc, on revient aux céphéides. Là, alors c'est une photo que j'ai prise. Bon, j'ai 2 photos, mais on voit la variation de luminosité qui est facile à observer. Donc là, on voit en quelques jours. Là, c'est typiquement une étoile qui a une période de variation de 72 jours. Donc, on voit en quelques jours l'éclat augmente, en quelques jours l'éclat diminue, etc., etc. Donc, on voit la fameuse pulsation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut regrouper, rassembler la pulsation en une seule courbe qu'on voit ici. Donc, V59 ici, c'est une étoile avec une période beaucoup moins longue. Donc, c'est clairement une étoile moins lumineuse. Donc, elle a une période de 20 jours. Donc, elle a une luminosité propre elle-même beaucoup plus faible que celle du dessus. Et donc, on voit aussi la variation périodique assez facile à observer au cours des 60 jours de la campagne. Donc, on peut facilement comprimer l'ensemble des mesures en une seule courbe qui nous donne une information sur on va dire la nature, parfois la température aussi de l'étoile. Toutes les étoiles céphéides ont quasiment la même forme, c'est-à-dire une chute de luminosité plutôt lente et une augmentation assez rapide, assez brusque. Donc voilà, on voit typiquement la phase de contraction et d'expansion de l'étoile. Donc c'est rassemblé en une seule courbe, donc c'est assez typique des étoiles céphéides. D'autres résultats de cette campagne d'observation, je vous ai déjà montré plusieurs étoiles céphéides. On voit une étoile de période 30 jours,
Là, celle-ci a une période d'une vingtaine de jours. On observe des étoiles qui ont une période aussi de quelques jours, une dizaine de jours pour les moins lumineuses. Après, évidemment, il y a des étoiles céphéides qui ont une période de 5 jours, mais comme je vous ai dit, elles sont beaucoup moins lumineuses, donc elles sont beaucoup moins faciles à observer. Donc évidemment, sur une galaxie lointaine comme la galaxie d'Andromède, on ne peut observer que les étoiles les plus lumineuses. Là, j'ai représenté euh, un tableau avec les 2400 étoiles céphéides qui ont été répertoriées avec des télescopes beaucoup plus gros que le mien dans la galaxie d'Andromède. Je crois qu'il existe 4000. On a répertorié en fait 4000 étoiles variables céphéides dans la galaxie d'Andromède. Donc, ils sont représentés. Chacun des petits points bleus ou blancs ici ou rouges, c'est une étoile céphéide. Un petit aperçu aussi des quelques étoiles à longue période que j'ai observées. Donc, on a coutume de dire que quand la période dépasse 80 jours, ça n'est plus vraiment ce qu'on appelle une céphéide, même si c'est aussi une pulsante, mais de type Mira, donc beaucoup plus grosse et parfois beaucoup plus froide. On observe aussi des variations. Elles sont certainement cycliques, mais comme j'ai pu observer que pendant 60 jours, ben, je n'ai pas pu voir la variation cyclique de l'éclat de ces étoiles. Mais si je reviens l'année prochaine, ben, évidemment, il y aura la variation, la phase de l'étoile aura changé et on pourra retrouver peut-être la même variation de ces supergéantes. Alors, quelques autres étoiles. Alors, je vous ai parlé des étoiles intrinsèques comme les céphéides, des étoiles extrinsèques comme les novae, qui sont, il y a deux étoiles qui sont en contact. Je vous reparle maintenant des binaires à éclipse. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que comme elles sont pas forcément supergéantes, elles sont souvent moins lumineuses, donc moins nombreuses. Il y a certainement des étoiles supergéantes qui sont binaires aussi. Elles tournent l'une autour de l'autre, très certainement. Mais comme elles sont supergéantes, la période de révolution, c'est plusieurs milliers d'années. Donc ces étoiles-là sont très difficiles à observer. On a beaucoup de mal à observer des éclipses d'étoiles supergéantes. Donc c'est beaucoup plus facile d'observer des éclipses d'étoiles beaucoup plus petites, donc qui sont beaucoup plus rapides, donc beaucoup plus faciles à observer. Mais seulement ces étoiles sont plus petites, donc elles sont moins lumineuses. Donc les observer dans les autres galaxies, c'est très difficile. Par exemple, cette étoile-là que j'ai observée, elle se trouvait dans le champ de la galaxie d'Andromède, mais il semblerait qu'elle ait une magnitude absolue de moins 10,7. Donc, c'est une étoile vraisemblablement trop lumineuse. Moins 10,7, ça n'existe pas. Donc, en fait, il se trouve qu'elle est très probablement dans notre propre Voie lactée, mais elle est fortuitement dans la ligne de visée de la galaxie d'Andromède. Donc, c'est très probablement une étoile qui fait partie de notre propre Voie lactée. Là aussi, j'ai représenté une autre binaire à éclipse qui a une magnitude absolue de moins 9. C'est trop lumineux, donc vraisemblablement, ça n'est pas possible. Il est très probable qu'elle se situe dans notre propre Voie lactée. Ce n'est pas impossible. Hein. Quand on prend un champ de quelques degrés carrés, dans notre propre Voie lactée, on observe plusieurs centaines d'étoiles. Donc, quand on vise la galaxie d'Andromède, il y a plusieurs centaines d'étoiles qui sont dans notre galaxie et qui sont superposées à la galaxie d'Andromède. Donc, forcément, on observe des étoiles de notre propre Voie lactée. Alors, pourquoi je dis que ces étoiles-là sont des bons étalons de distance? Parce que, bon, c'est beaucoup moins précis, mais on sait qu'il existe une relation entre la température et la luminosité propre de l'étoile. Et quand on observe une binaire à éclipse, on a une information sur la taille des étoiles. Si elles sont très proches l'une de l'autre, on peut calculer la taille relative de deux étoiles. Et donc, comme on connaît la taille et la température, ça c'est facile à mesurer, la température, mais on peut en déduire donc la luminosité propre de l'étoile. Donc, du coup, on peut calculer la magnitude absolue des étoiles. Donc, on peut grossièrement calculer les distances des étoiles binaires et éclipses aussi. Donc, certainement, ces deux étoiles binaires et éclipses font partie de notre propre Voie lactée. C'est pour ça que je ne préfère pas parler des binaires et éclipses. On se focalise surtout sur les céphéides dans les autres galaxies.
Mais malgré tout, j'ai juste un dernier exemple de binaire à éclipse à vous montrer. Là aussi, c'est une étoile très particulière que j'ai trouvée rigolote. C'est aussi une binaire à éclipse. On voit l'éclipse qui se produit très périodiquement. On la voit ici, la chute de luminosité. Mais si on regarde bien la courbe de lumière de cette binaire à éclipse, on observe que pendant l'éclipse, la luminosité est constante, ce qu'on voit ici en bas. La luminosité est constante, ça veut dire que l'éclipse est totale. C'est-à-dire qu'il y a une des deux étoiles qui passe complètement devant l'autre. Et aussi, en regardant la chute de luminosité, on s'aperçoit qu'elle se produit en quelques minutes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chute de luminosité qui se produit en quelques minutes, c'est-à-dire très rapidement, avec une éclipse totale, ça veut dire que les deux étoiles en question sont très petites. Si elles avaient été beaucoup plus grosses, la durée de l'éclipse déjà serait beaucoup plus longue et la chute de luminosité se ferait en plusieurs heures et pas en 3 minutes. Donc, typiquement, on a des étoiles naines qui ne devraient pas être observables à grande distance. Donc, si j'arrive à les observer, ces deux étoiles naines, c'est qu'elles sont très certainement situées dans notre propre Voie lactée. Alors, pour l'anecdote aussi, on comprend que c'est une étoile naine parce qu'à un moment donné, j'ai observé un sursaut d'éclat. Typiquement, les sursauts d'éclat, on les observe dans les étoiles naines rouges. On voit parfois dans les étoiles naines rouges un éclat qui augmente assez rapidement. Ça, les étoiles supergéantes n'ont pas des sursauts d'éclat aussi rapides. Donc, clairement, cette étoile variable-là que j'ai observée, qu'on observe ici, apparemment dans la galaxie d'Andromède, fait clairement partie de notre propre Voie lactée. C'est une binaire éclipse naine, donc elle fait partie de la Voie lactée, parce que si elle était à la distance de la galaxie d'Andromède, elle ne serait certainement pas visible avec un petit télescope comme le mien. Donc voilà un petit bilan des étoiles variables que j'ai observées dans la galaxie d'Andromède. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, tous les chiffres ne sont pas très importants. Le plus important, c'est de connaître la période de variation lumineuse des céphéides et donc la magnitude absolue de ces étoiles-là grâce à leur relation période-luminosité. Donc là, j'ai représenté à nouveau le diagramme Hertzsprung-Russell, où on voit que toutes les céphéides ont une magnitude absolue comprise entre moins 2 et moins 6. Là, c'est effectivement ce que j'observe, entre moins 3 et moins 6 dans ce tableau-là. Donc, c'est vraisemblablement bien des étoiles céphéides. Et donc, comme on connaît la magnitude absolue, on connaît aussi la magnitude apparente, c'est celle que j'observe. Donc, on connaît la relation entre la magnitude absolue apparente et la distance. On peut donc calculer la distance de la galaxie d'Andromède. C'est exactement comme ça qu'avait fait Edwin Hubble avec sa relation période-luminosité découverte ou calculée par Henrietta Leavitt. Avec les étoiles variables que j'ai observées, j'en ai déduit une distance moyenne de 2,51 millions d'années-lumière. Alors pour ça, je n'ai pas utilisé la même relation période-luminosité que Henrietta Leavitt, qui était un peu faussée avec les céphéides de type 2, mais j'ai utilisé la relation période-luminosité des étoiles céphéides de type 1, qui est un peu mieux calibrée. Donc je trouve une distance de 2,51 millions d'années-lumière. On voit la valeur médiane de toutes les distances que j'observe ici, c'est 2,51 millions d'années-lumière, plus ou moins 1. Et la vraie valeur, qu'on connaît maintenant beaucoup plus précisément, c'est 2,53 millions d'années-lumière. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trop trompé dans mes résultats. On peut calculer facilement la distance de la galaxie d'Andromède avec un petit télescope. Alors, il faut quand même voir que j'ai une incertitude beaucoup plus grande. La barre d'erreur ici est beaucoup plus large, simplement parce que la magnitude apparente que j'observe n'est pas forcément très bien connue. On observe des étoiles dans les galaxies extérieures, mais rien ne nous dit qu'il n'y ait pas un petit nuage de gaz qui atténue faussement l'éclat de cette étoile. Il peut y avoir aussi pas un nuage de gaz, mais un nuage de poussière qui assombrit l'étoile. Il peut y avoir aussi une petite étoile à peine visible à proximité, donc ça fausse à nouveau l'étoile qu'on mesure avec un petit télescope. Donc j'ai une incertitude, une barre d'erreur assez grande sur les distances que je peux calculer. Mais malgré tout, on peut calculer une valeur médiane ou moyenne, si vous voulez, assez proche
de la réalité. Évidemment, avec des méthodes beaucoup plus modernes, avec une meilleure calibration de la relation période-luminosité, on peut arriver à des incertitudes beaucoup plus faibles. Et de la même manière, on pourrait calculer aussi la distance de la galaxie du triangle, parce que j'ai fait aussi une campagne d'observation sur la galaxie du triangle. Elle est un petit peu plus éloignée, mais elle est un petit peu plus visible de face. C'est-à-dire elle est un peu moins vue de côté, c'est-à-dire qu'on voit un peu plus d'étoiles variables dans la galaxie du triangle, mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir-là. Juste une dernière diapositive sur les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour calculer et calibrer les distances dans l'univers. À faible distance, donc jusqu'à 3-4 000 années-lumière de diamètre, on peut utiliser les méthodes de la parallaxe, comme l'a fait le télescope Hipparcos. Enfin, c'est une vieille diapo. Maintenant, on utilise le télescope Gaia. La parallaxe, c'est simplement des mesures géométriques de distance. Voilà les RR Lyrae, donc c'est des étoiles céphéides, enfin c'est des étoiles pulsantes, mais un petit peu moins lumineuses. Donc on peut en observer jusque dans le grand âge de Magellan aussi. Les céphéides de type 1, celles dont j'ai parlé aujourd'hui, elles sont un peu plus lumineuses, donc on peut les observer jusqu'à des distances de plusieurs dizaines de millions d'années-lumière, donc jusqu'à la masse Virgo. Donc on peut aussi calibrer les distances des étoiles des autres galaxies grâce aux céphéides qu'on arrive à observer jusqu'à ces distances-là. À plus grande distance, on peut utiliser la relation de Tully-Fisher. C'est une relation empirique entre la masse des galaxies et leur luminosité propre. Donc là aussi, quand on observe une luminosité propre, on peut en calculer puisqu'on observe une luminosité apparente, on peut en déduire aussi la distance des galaxies. Et puis, un petit peu plus loin encore, il faut attendre qu'une supernova explose dans les galaxies beaucoup plus lointaines, parce que les supernovas sont beaucoup plus lumineuses. Donc, on arrive à les observer jusqu'à des distances beaucoup plus grandes. Et donc, là aussi, on est arrivé à calibrer on va dire une relation entre la luminosité propre des supernovas, on va dire entre la forme de la variation de la lumière des supernovas et la luminosité propre des supernovas. Donc, on peut calibrer aussi les distances des supernovas de manière empirique, on va dire. Donc, toutes ces mesures-là, évidemment, ce sont des mesures qui présentent des incertitudes relativement grandes, et d'où l'intérêt d'observer plusieurs dizaines d'étoiles céphéides dans chacune des galaxies qu'on peut observer pour affiner les mesures, comme je viens de faire moi-même dans la diapositive qu'on vient de voir précédemment. Voilà, la conférence est finie. J'espère que je suis allé assez loin dans les explications des étoiles variables observables dans la galaxie d'Andromède, et j'espère que vous avez tout compris. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage peut-être. J'y reviendrai si vous voulez que je revienne sur certaines des images ou des diapositives. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, j'ai vu qu'il y avait des discussions, je n'ai pas forcément répondu aux discussions. Il y a une question dans les discussions. Tous nos applaudissements virtuels, et voilà, donc on va passer aux questions, peut-être sous forme écrite, je pense que c'est plus facile. Hein. Oui, je vois ça. Alors, voilà, effectivement, j'ai répondu à Florian. Dans le champ des variables situées en avant-plan dans notre galaxie, effectivement, il y en a beaucoup. Typiquement, dans le champ de mon télescope, je peux observer 1 millier d'étoiles, peut-être, on va dire 1 millier d'étoiles, hors Voie lactée, hein, évidemment, sur la Voie lactée, il y en a un peu plus. Donc, quand j'observe la galaxie d'Andromède, il y a forcément quelques étoiles qui sont, enfin 1 millier, je dis 1 millier, on va dire plusieurs centaines. Il y a forcément plusieurs centaines d'étoiles qui font partie de notre propre Voie lactée. On dit au revoir alors. Il y a la question de Krikniki aussi. Oui, alors, l'utilisation des étoiles pulsantes comme référence de la mesure du temps, ça, je ne sais pas trop si c'est faisable, ou je ne sais pas si je comprends très bien le sens de la question. Référence de la mesure du temps, ce n'est pas une référence temporelle, hein, les étoiles variables, d'autant que la période de pulsation des céphéides change. Pour les céphéides les plus petites, la période est relativement constante, quelques jours.
on peut la mesurer avec une grande précision. Elle est vraiment cyclique, très constante, mais pour les étoiles pulsantes beaucoup plus grosses, on observe souvent des variations de quelques pourcents, notamment par exemple pour les pulsantes comme les étoiles Mira, qui sont beaucoup plus grosses, qui sont des étoiles pulsantes aussi. La période varie de 300 jours à 400 jours à chacune de leurs pulsations. Donc c'est très variable comme période. On ne peut pas considérer les étoiles céphéides comme des étalons temporels. Je ne sais pas si envoyer à tout le monde, oui. En termes d'ordre de grandeur, combien de sursauts de luminosité peut-on observer pour une nova? Alors, en fait, je crois que ça, je ne sais pas trop. Je vois que quand la naine blanche atteint la masse de Chandrasekhar, alors ça devient une supernova de type 2, ou de type 1, non, je crois, je ne sais plus, de type 1, je crois. Quel sursaut de luminosité? Je ne sais pas trop. J'ai une supernova devient presque aussi brillante que la galaxie qui l'entoure. Donc, c'est oui, c'est peut-être ça, effectivement. Donc, typiquement, une supernova, quand elle explose, que ce soit une supernova du type 1 ou 2, je pense qu'elle devient plusieurs milliards de fois plus lumineuse. Grossièrement, c'est ça. Une nova devient plusieurs millions de fois plus lumineuse, mais ça dépend aussi beaucoup de la quantité de gaz qui arrive depuis la géante rouge à la surface de la naine blanche. Donc, c'est quelques millions, de quelques centaines de milliers à quelques millions, ou quelques dizaines de millions. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à parler directement, puisque je pense qu'on va en parler. Pas d'autres questions? Oui, j'avais une autre question également sur les problèmes d'extinction que vous avez un peu mentionnés pendant l'exposé. Je me demandais comment est-ce qu'on prend en compte analytiquement ces problèmes d'extinction, ces problèmes de gaz interstellaires dans la mesure de distance de ces filtres, parce que je pense, dans mes souvenirs, que c'est également ce qui a faussé pas mal les résultats historiquement de Hubble et oui, effectivement, surtout dans notre propre Voie lactée, où on observe donc les étoiles dans la direction. Quand on observe les étoiles dans la direction de la Voie lactée, on sait que notre galaxie elle est vue de côté, donc il y a beaucoup de poussière. Donc on en tient compte. C'est très difficile, surtout sur les autres galaxies, où on a du mal à calculer l'extinction lumineuse des étoiles à si grande distance. Je ne sais pas comment on fait. Je pense qu'on ne le fait pas. Surtout sur les étoiles les plus distantes. Alors peut-être il y a des méthodes, on va dire, très grossières qui permettent de calculer, de mesurer le spectre des étoiles. Et en fonction du spectre lumineux des étoiles, on peut savoir s'il y a des nuages de gaz qui sont indépendants de l'étoile. Ça, c'est très difficile à mesurer, surtout si le nuage ne bouge pas par rapport aux étoiles. Si on observe même un spectre de poussière, ça peut très bien être des poussières qui sont dans l'étoile et pas à grande distance. Donc, je pense que c'est très difficile à calibrer et c'est pour ça qu'on a besoin forcément d'observer beaucoup d'étoiles pulsantes dans les autres galaxies pour moyenner ces effets-là. Et pour notre propre Voie lactée, je pense qu'il y a maintenant des cartes du ciel de la Voie lactée où à chaque endroit dans notre Voie lactée, on sait à peu près quelle est la quantité de poussière qui sont dans la ligne de visée. Il y a des catalogues de rougissement des étoiles de notre propre Voie lactée en fonction de je crois que c'était en fonction de la position qu'on observe dans le ciel. On sait que les étoiles sont plus ou moins rougies par les poussières, l'extinction à cause de ces petits nuages de gaz. Donc, il y a des catalogues d'extinction, de rougissement dans notre propre Voie lactée. Mais dans les autres Voies lactées, je ne pense pas que ça existe. D'accord, merci beaucoup. Le Soleil est-il pulsé au début de sa vie? Certainement pas.
il faut attendre la fin de sa vie, justement, puisque les étoiles pulsantes, comme je vous ai dit, c'est des étoiles dont les couches extérieures ont des molécules un petit peu complexes, qui sont plus ou moins opaques au rayonnement. Le Soleil est une étoile trop jeune, donc il n'a pas eu le temps de s'enrichir en éléments lourds. Il y a forcément de l'hélium dans les couches extérieures du Soleil. Il y en a forcément, on va dire, 3/4 d'hydrogène, 1/4 d'hélium. Mais le Soleil n'est pas assez évolué. Il n'est pas assez, on va dire, pas assez chaud non plus. Mais c'est surtout pas assez évolué. Donc, les couches extérieures du Soleil sont naturellement transparentes au rayonnement. Donc, le Soleil, la lumière s'échappe. Il n'y a pas de pulsation. Peut-être sur des échelles microscopiques, je pense que beaucoup d'étoiles pulsent forcément, mais ce n'est pas des pulsations régulières de toute façon. Il y a forcément la chaleur et la pression qui ont du mal localement à s'échapper, mais elles trouvent toujours un moyen de s'échapper. Si elles ne passent pas dans l'endroit, elles passent à côté. Donc, le Soleil n'est pas une étoile pulsante et il faudra vraiment attendre plusieurs milliards d'années pour qu'elle commence éventuellement à pulser. Voilà, donc les étoiles pulsantes sont vraiment des étoiles qui sont en fin de vie, qui ont des compositions externes un petit peu évoluées, avec des molécules un peu complexes. Donc, en fait, pour pulser, il faut forcément soit être en fin de vie, soit être énorme, en fait. Parce que nous, on a une naine jaune, on est tout petit, quoi, quelque part. C'est ça, énorme. Alors, toutes les étoiles grosses ne pulsent pas forcément. Elles ont toutes... alors souvent, quand les étoiles évoluent, comme Bételgeuse, c'est une supergéante, mais il y a beaucoup d'étoiles géantes qui varient, dont l'éclat varie. Mais ça, on va dire, c'est pour d'autres raisons, parce qu'il y a des phénomènes de convection de très grande ampleur qui se produisent à la surface de l'étoile. Donc, localement, l'éclat varie. Ça ne donne pas forcément des pulsations très régulières, mais je crois qu'effectivement, pour pulser, il faut être une étoile assez évoluée. Oui. Mais toutes les étoiles, toutes les supergéantes ou toutes les géantes ne pulsent pas forcément. D'accord. En fait, il faut être dans sa fin de vie, entre guillemets. Je crois que c'est ça pour beaucoup d'étoiles. Oui. Alors peut-être, il y a certaines céphéides dont les pulsations sont temporaires. L'étoile polaire, par exemple, on sait qu'elle était beaucoup plus variable il y a quelques années, même quelques dizaines d'années. Il semblerait que les pulsations de l'étoile polaire s'amenuisent un petit peu. Mais l'étoile polaire, ce n'est pas une étoile de la séquence principale. Donc, on a vu tout à l'heure sur le diagramme Hertzsprung-Russell que les étoiles de la séquence principale, on va dire que la bande d'instabilité, là où on trouve les pulsantes, commence au bord de la séquence principale, là où les étoiles passent le plus clair de leur temps, mais elles ne sont pas sur la séquence principale. Donc, il faut s'éloigner un peu de la séquence principale, donc il faut évoluer un petit peu pour oui, mais la séquence principale, indirectement, c'est leur vie, on va dire. Ce n'est pas leur fin de vie, c'est leur vie. C'est leur vie, elle passe on va dire une étoile passe, selon sa masse initiale, évidemment ça dépend, l'étoile passe les 3/4 de son temps, 4/5 de son temps dans la séquence principale. Et en fin de vie, elle commence à gonfler, puisque les réactions nucléaires au centre de l'étoile commencent à s'amenuiser. Donc, l'étoile commence à se comprimer sur elle-même. En réaction à ça, donc, il y a des variations de température. L'étoile commence à gonfler. Donc, c'est au bout des 4/5 de sa vie que l'étoile commence à quitter la séquence principale pour aller sur la branche asymptotique des géantes et au-delà parfois. Oui, mais notre Soleil, par exemple, quand il va mourir, il ira en dehors, entre guillemets, de la séquence principale. Il ne sera plus dans sa séquence, en fait. Et il va peut-être donc rentrer dans la bande d'instabilité, effectivement. Il va quitter la séquence principale et il va rentrer dans la bande d'instabilité, ou alors il peut ne pas y passer, ça dépend de la composition à ce moment-là. Bien sûr, mais... Il va directement arriver sur la branche des géantes rouges, peut-être en passant par le début de la bande d'instabilité. Parce que justement, par rapport au diagramme, il y a quand même de grandes chances que ce soit vraiment la fin de vie, en fait, étant donné que dans la séquence principale, elles n'ont pas ce problème. Parce que par rapport à votre diagramme, en fait, ils étaient vraiment en dehors de ça. La séquence principale, c'est la vie, quelque part, de l'étoile. C'est ça. Et la séquence principale, c'est la vie de l'étoile. Et quand elle quitte la séquence principale,
pour les étoiles les plus grosses, elles vont dans la bande des céphéides. Alors, le Soleil, je ne pense pas qu'il puisse devenir une céphéide. Je pense qu'il faut vraiment être une grosse étoile pour devenir une céphéide. Il est petit, notre Soleil, par rapport au reste. Hein. C'est ça. C'est une étoile On ne se rend pas compte, mais c'est énorme dans notre système solaire, mais c'est petit par rapport au reste. Donc oui, tout à fait. Le Soleil est classé comme une étoile naine. Et donc, il ne sera jamais une céphéide, qui sont des étoiles beaucoup plus grosses, mais il va probablement avoir, il va avoir des variations de luminosité. Il va passer par le tout début de la bande d'instabilité pour aller directement après dans la branche des géantes. Donc, je ne pense pas qu'il passe beaucoup de temps dans la séquence, dans la bande d'instabilité, mais voilà, il faut vraiment être une étoile évoluée pour rentrer bien dans la bande d'instabilité. Et comme les étoiles pulsantes, les céphéides sont des étoiles grosses et massives, on va dire qu'elles sont très vite en fin de vie. Elles ont très vite quitté la séquence principale pour s'orienter vers la branche des supergéantes en passant par la bande d'instabilité. Mais une super géante de base, on va dire, elle ne peut pas en arriver à ça. Si, il y a beaucoup de supergéantes qui sont pulsantes dans la galaxie d'Andromède et je crois dans la galaxie M33. J'ai observé beaucoup d'étoiles qui sont classées comme supergéantes jaunes et parfois rouges aussi, et qui ont des variations de luminosité, qui ont des longues périodes, parce qu'elles sont supergéantes, donc elles sont très grosses, très lumineuses. Et donc, il y a certaines des supergéantes qui sont des pulsantes. Mais pas en bleu, par exemple. En bleu, je crois que si. Alors, je pourrais vous montrer. Tu pourras aller sur j'allais dire mon association, où j'ai rassemblé toutes les observations des 150 étoiles variables que j'ai observées. Il y a certaines des supergéantes qui sont classées comme bleues et qui ont une variation de luminosité. Alors, elles ont une variation tellement longue que je n'ai pas pu vérifier si c'était pulsant. Mais c'est certainement variable, enfin, c'est certainement cyclique, puisque si on observe une variation à un moment donné, c'est que la variation est forcément cyclique, pas forcément très périodique, mais il y a des supergéantes bleues qui ont une variation de luminosité, on va dire, temporelle assez importante. Oui. Cyclique sans doute, périodique, pas forcément, enfin, c'est pas forcément très périodique, mais on observe beaucoup de supergéantes bleues. Si on remonte sur le diagramme HR, je vais essayer de le retrouver. On voit un peu mieux. Alors là, j'ai les commentaires à côté. Voilà, donc la bande d'instabilité, typiquement, c'est des étoiles. Alors, Beta Canis Majoris, c'est le début des supergéantes bleues. Mais alors là, on est entre les supergéantes rouges ici et les jaunes ici. C'est pour ça que je vous ai parlé des supergéantes jaunes. Vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de supergéantes bleues ici, mais j'en ai observé qui sont variables. Donc, elles ne sont pas représentées sans doute parce qu'il y en a très peu. Les étoiles supergéantes, déjà, c'est un stade très, très court d'une vie d'une étoile, donc on observe très peu de supergéantes bleues, tout comme très peu de supergéantes rouges aussi. Donc, elles ne sont pas représentées, mais on arrive à observer des étoiles bleues qui sont ici, donc qui sont dans la zone des supergéantes et qui peuvent être variables. Pas forcément pulsantes avec une belle pulsation de plusieurs centaines de jours comme les Limera, mais plusieurs des courbes de lumière que vous avez vues tout à l'heure sont des supergéantes bleues. Oui. D'accord. Parce que justement, par rapport au diagramme, je ne le voyais pas. D'accord, ok. Parfait, merci. Il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une dernière question qui fait un peu écho à la précédente que j'avais posée. Vous avez également parlé au début sur une des slides d'une méthode pour mesurer les distances de gaz interstellaires, notamment en mesurant une période du céphéide et en regardant combien de temps un creux prenait pour bouger et en mesurant un angle, etc. Tout à fait, oui. Déterminer l'envergure. Est-ce que, du coup, il y a moyen, en prenant en compte justement, c'est là que ça fait écho à ma question précédente sur le problème d'extinction,
caractériser plus précisément justement ce gaz interstellaire, c'est-à-dire pas seulement la distance, enfin l'envergure de ce gaz, mais également caractériser une densité ou une masse compte tenu d'une magnitude apparente qui est différente de celle qu'on devrait observer compte tenu d'une distance connue de la céphéide et de sa période. Je ne sais pas si connaître précisément la distance d'un nuage de gaz nous permet de calculer beaucoup mieux la densité ou quoi que ce soit. La température ou la masse, je pense qu'on peut l'observer par d'autres biais, d'autres moyens, mais je ne vois pas trop en quoi connaître exactement la distance de ce nuage de gaz peut donner une information un peu plus précise sur la caractéristique de ce nuage. Quand on observe un nuage de gaz, la distance grossière, c'est plus important, mais la distance exacte importe peu. Le plus important, c'est de connaître, on va dire, la température, la vitesse du gaz, la vitesse de déplacement du gaz. Mais quand on connaît la distance avec une certaine incertitude, je pense que réduire l'incertitude de cette distance ne changera pas grand-chose sur la caractérisation de ce nuage de gaz. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre beaucoup plus sur ce nuage une fois qu'on a mesuré sa distance exacte. Enfin, je ne vois pas trop comment. D'accord. Enfin, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si on connaissait cette distance et la période de la céphéide, on pourrait déterminer la magnitude apparente qu'on devrait observer et la comparer avec la magnitude apparente qu'on observerait réellement, qui tient compte justement de la quantité de gaz que doit traverser la lumière de la céphéide pour nous arriver. Et cette discrepancy, enfin cette différence entre deux magnitudes apparentes pourrait peut-être nous renseigner. Mais du coup, je ne m'y connais pas du tout, donc je ne sais pas. Oui, alors surtout sur un petit nuage de gaz comme ça, enfin, oui, je ne sais pas trop parce que on ne sait pas forcément très bien. Le nuage est petit, donc on ne sait pas forcément très bien surtout sa distance, quelle quantité de gaz il y a avant l'étoile, le long de la ligne de visée, quelle quantité de gaz il y a après. On sait que la nébuleuse en question, elle entoure l'étoile, mais on ne sait pas si le long de la ligne de visée, il y a forcément beaucoup de gaz ou pas. Donc, je ne sais pas si on peut mieux calibrer, s'il est facile de calibrer la magnitude de l'étoile avec gaz ou sans gaz. Je ne sais pas si on peut faire ça très bien. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est calibrer la relation période-luminosité, puisqu'on mesure très bien la période de variation lumineuse. On calcule très facilement la distance de l'étoile en question. Donc, on a une information sur on calcule la distance de l'étoile, donc on a une information sur la magnitude intrinsèque de l'étoile. Je ne pense pas que dans ce petit nuage de gaz, l'étoile soit si assombrie que ça par le nuage qui l'entoure. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Enfin, je vois pas trop comment on peut caractériser davantage la luminosité propre de l'étoile. D'accord. Je n'ai pas trop d'idées. Ok, merci. Et du coup, comment est-ce qu'on caractérise, enfin, quelles autres méthodes utilise-t-on pour caractériser des nuages de gaz interstellaires? Par les étoiles variables, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il faut vraiment observer les nuages de gaz, mais les méthodes utilisées, c'est essentiellement la spectroscopie, qui nous donne une mine d'informations très importante sur la composition, la vitesse locale de chaque partie du gaz, la température. Voilà, donc c'est essentiellement par spectroscopie qu'on caractérise un gaz. On mesure donc le spectre, la composition et la température. Le magnétisme aussi, le champ magnétique. S'il y a une étoile chaude, par exemple, à côté, elle a un fort champ magnétique parfois. Donc, on peut le caractériser par le champ magnétique, par la spectroscopie. La photométrie des nuages de gaz, je ne sais pas si on peut apprendre quoi que ce soit grâce à simplement une mesure photométrique d'un nuage de gaz.
ça nous donne une quantité, une information sur la masse de gaz, mais je crois que la spectroscopie nous donne une très bonne information aussi sur la masse de gaz qu'on observe. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Apparemment non. Eh bien, donc, au nom de tous, un très grand merci à Mathieu pour cet exposé que j'ai beaucoup apprécié. D'une part, par la partie purement astrophysique, qui est vraiment très claire et qui fait un bon bilan de la situation. Et d'autre part, et je dirais même surtout, la deuxième partie de tes observations, qui montre que avec un instrument de taille moyenne, un bon télescope d'amateur, on peut vraiment faire de très belles choses, à condition évidemment de se consacrer à un sujet, de suivre, d'avoir une méthode, d'observer systématiquement, de réunir les observations. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Bravo pour ce travail-là. C'est ce que je fais à l'observatoire. C'est-à-dire, je suis astronome amateur, c'est-à-dire je fais le même métier que les astronomes professionnels, mais je ne suis pas payé. Mais voilà. C'est ça la différence. Et donc, j'espère que bientôt, tu auras des résultats sur Messier 33 et d'autres. J'en ai déjà, d'ailleurs. Il y en a déjà, oui. Oui, j'ai publié ça sur le site de notre association, enfin de mon association, Aquila. Si vous cherchez sur Internet, je crois, vous cherchez www.aquila.free.fr. Et dans la partie, je crois, téléchargement, il y a le compte-rendu d'activité que j'ai fait, enfin que je fais tous les ans. Et donc là, il y a les résultats des observations que j'ai faites sur Bravo, bravo. Voilà du très beau travail et qui est un encouragement pour tous les amateurs d'astronomie. Merci François. Voilà, eh bien, merci à tous. Donc, notre prochain rendez-vous pour une conférence est en principe le mercredi 13 octobre avec Jean-Louis Heudier. Je parle sous la responsabilité de Jean-Louis Pallas, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Et là, j'espère que, enfin, je suis presque sûr que ce sera dans une vraie salle, dans de bonnes conditions. Voilà. Eh bien, on va arrêter la réunion là. Juste pour le côté informatique, vous faites quoi, Aquila, rappelez-moi? Aquila, nous, on est l'association d'astronomie de la fac de sciences de Nice. Non, mais vous en particulier. Moi, à Aquila, moi personnellement, c'est ça? Oui. Alors moi, je suis président, donc je suis surtout responsable du télescope SOMAS à l'Observatoire de Nice. Et donc, dans l'association, je suis aussi responsable donc, du groupe Découverte. On a plusieurs cycles d'activités hebdomadaires, donc tous les mercredis, on donne des cours. Et moi, je fais le groupe Découverte, donc c'est l'initiation à l'astronomie. Et donc ensuite, une fois par mois, je donne une conférence le mercredi soir. Et je suis donc aussi responsable des observations. Une fois par mois ou 2 fois par mois, enfin en temps normal, on allait à l'Observatoire de Nice pour observer soit avec le télescope SOMAS, mais il n'est pas très pratique parce que c'est un casse-grain, donc c'est vraiment pas facile pour observer, il faut s'accroupir. Donc on utilise nos télescopes qu'on met autour de la coupole SOMAS. D'accord. Et vous serez présent à Valberg cette année? J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûr. Je vais essayer, pourquoi pas. Ça dépend. Parce que c'était représenté l'année dernière quand même. Oui, tout à fait. On avait, je crois que c'était Cédric Jacob, vice-président et cofondateur, qui est venu. Et donc, cette année, je vais essayer de monter. Oui. Si je peux me libérer pour mon boulot, je viendrai. Il y aurait quelqu'un de toute manière pour représenter. Certainement. On a toujours quelqu'un. Non, je fais de la pub, moi, pour tout le monde. Donc. Tu as raison. Merci. Merci, Alexandra. Alors, je tiens aussi à m'excuser parce que je n'utilise pas mon ordinateur personnel, c'est celui de mon collègue du boulot, donc je ne m'appelle pas Delon Sébastien, comme vous avez pu voir. Oui, non, mais ça sera indiqué sur la vidéo, ça sera bien indiqué justement que le conférencier ne s'appelle pas Delon Sébastien. Voilà. Non, c'est pour ça que moi je m'occupe du site et de tout ça, et j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. D'accord. Que je puisse marquer un petit voilà, eh bien, bonsoir à tous et merci. À bientôt, François. Merci, oui. Au revoir. Au revoir.